Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, donc je vous présente ma copine, la pyramide de Khéops, hein, reproduite aux proportions exactes. On va essayer de travailler un petit peu aujourd'hui sur, un petit peu, je dis bien, sur la géométrie sacrée, même si je ne suis pas un expert en la matière, mais j'ai compris les rouages. On va travailler sur le nombre d'or, on va travailler sur, bien entendu, ce que représente le nombre d'or, à savoir le rapport phi, qu'on appelle le nombre phi, rapport phi en géométrie, ce que représente ce nombre à la fois pour nous et à la fois pour le reste de la création. Je sais bien que les mathématiciens vont venir me dégommer sur cette vidéo, parce que je ne suis pas moi-même un mathématicien, ni un scientifique. Toutefois, quand on parle de création, et s'il y a bien un terme qui s'applique, et s'il y a bien un terme, comment dire, tangible, qui s'applique à la création, c'est bien la géométrie sacrée, et c'est bien le rapport phi 1 618 0 33, etc. etc. Pourquoi? Parce que on va retrouver ce nombre dans tous les règnes de la nature, sur tous les plans, euh, de notre ADN jusque dans les galaxies. Et donc, ce nombre est omniprésent dans la création. Et il faut vraiment être cartésien, particulièrement bouché, voire aveugle, avoir des yeux pour ne pas voir, pour ne pas se rendre compte que ce chiffre, que ce rapport géométrique est présent dans toute la création, pratiquement dans toute la création, sauf exception. Euh, et qu'il y a bien donc, s'il y a création, il y a bien un créateur. Et je pense que c'est vraiment la manière la plus, on va dire, la plus abordable de démontrer l'existence d'un créateur, c'est bien de comprendre en considération le rapport phi. Alors, comme je vous disais, ce rapport phi, ce chiffre 1,618, 0,33, etc., est un chiffre que l'on retrouve dans pratiquement tous les domaines. C'est un nombre qui apparaît dans le corps humain, qui apparaît dans le règne animal, bien sûr, puisque les animaux sont aussi construits d'après ces formes, même dans les formes animales les plus simples, comme le nautile, comme les coquillages. On va le retrouver dans les végétaux, on va le retrouver dans les minéraux, on va le retrouver dans l'ADN. Hein, nos hélices d'ADN sont faites d'après cette proportion. On va le retrouver dans le système solaire, et je vais vous le démontrer comme je peux. On le retrouve dans l'art, l'architecture, on le retrouve dans la musique, et la façon dont les notes se disposent les unes par rapport aux autres, par le biais des ondes hertziennes. On le retrouve dans le phénomène de croissance des êtres qui croissent. On le retrouve dans la Bible, on le retrouve en théologie, et bien entendu dans tous les règnes de la nature, et y compris dans le cosmos, y compris dans les galaxies. Voilà. C'est pas un nombre à prendre à la légère, et en mathématiques, on sait très bien que le hasard n'a pas beaucoup de place. Hein. Pas une histoire de hasard du tout. Alors pourquoi je commence par, par cette parenté? Pourquoi? Parce que cette parenthèse, je veux dire, parce que c'est la base. C'est la base de tout en ce qui me concerne. Pour moi, c'est la clé pour comprendre la création et comprendre comment, euh, dans l'histoire de l'humanité, on a eu des êtres avancés, des êtres pas seulement éclairés, mais très certainement des êtres qui avaient la connaissance, donc des êtres qui étaient en avance, hein, sur leur temps, qui sont venus nous montrer, par le biais de l'architecture et d'autres biais, même la musique, même des fois la peinture, sont venus nous montrer il existe une façon mathématique de comprendre que nous sommes reliés, nous, à l'univers, et donc au créateur, puisque les univers sont créés de la même façon, géométriquement, que les humains, entre autres. Hein. Donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais prendre par exemple à la base Platon qui ne date pas d'hier, hein, puisque Platon, c'est quand même, je crois que ça date, je crois que c'est 400 avant Jésus-Christ, hein, Platon, hein, je ne sais plus exactement, mais il me semble. Donc Platon s'est rendu compte que dans les polygones, les polyèdres, c'est-à-dire les formes géométriques, euh, il y avait ce qu'on appelle des polygones réguliers, euh, et des polyèdres réguliers. Alors il y a des polyèdres convexes, etc. Il s'est rendu compte
qu'il n'y avait que 5 polyèdres réguliers et convexes. Alors je vous laisse faire votre petite recherche là-dessus parce que c'est pas un cours de géométrie, hein, et c'est pas un cours de mathématiques que je vais faire parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il y a des êtres qui ont découvert déjà ça et que ce n'est pas remis en question, hein, que c'est par la science ni par les mathématiciens, on utilise toujours cette base. Qu'est-ce qu'a découvert Platon? Il a découvert que les polyèdres réguliers convexes, qu'on appelle les solides de Platon, sont le cube, voilà, que vous connaissez tous, n'est-ce pas, qu'on appelle un hexaèdre, hein, le cube qui a donc 6 faces. On a le tétraèdre, tétra pour 4. Alors évidemment ça ressemble à un triangle, vous allez me dire mais il n'y en a que 3, oui mais non, parce qu'il y en a 3 plus celle du dessous, ça fait 4, il y a 4 faces pour le tétraèdre. Alors vous allez me dire mais c'est une pyramide? Non, le tétraèdre n'est pas une pyramide. Le tétraèdre, vu du dessus, c'est 3 faces vues du dessus plus celle du dessous. C'est important parce que tout le monde confond le tétraèdre avec la pyramide. Pourquoi? Parce que la pyramide vue du dessus, c'est 4 faces plus une en dessous. D'accord? La pyramide, c'est 4 faces et non pas 3. Et justement, ça tombe très bien puisque dans la forme suivante, nous avons ce qu'on appelle l'octaèdre, qui veut dire 8, octo. Octaèdre, vu du dessus, c'est 4 faces. Sauf qu'un octaèdre, c'est 2 pyramides collées l'une à l'autre, inversées. Donc une pyramide est un semi-octaèdre. Voilà. Ensuite, nous avons le dodécaèdre, donc 12 faces, dodécaèdre, hein, qui est une forme très importante, parce que c'est une forme qui nous entoure et qui entoure notre corps de lumière. Hein, le dodécaèdre. C'est la forme typique du voyage, de la possibilité du voyage dans le temps et du corps de lumière. C'est le dodécaèdre, qui correspond à l'élément eau, si ma mémoire est bonne. Le tétraèdre correspond à l'élément feu, le carré à la terre, le cube à la terre. Enfin, refaites votre recherche, mais ils correspondent à tous les éléments de la nature. Et nous avons pour terminer l'icosaèdre, voilà, 20 faces, icosaèdre, hein, qui correspond, je crois, à l'élément éther, ou peut-être que je confonds, peut-être que c'est l'élément eau, je sais plus. Voilà, comme quoi je peux avoir des trous de mémoire aussi. Alors pourquoi je vous montre ça? Mais je vous montre ça parce que Platon est arrivé à la même conclusion au final que les bâtisseurs égyptiens, à savoir que ces polyèdres réguliers convexes, il n'y en avait que 5 dans la nature. Donc ce sont des formes qu'on retrouve dans les minéraux, et sachez que les minéraux poussent, croissent très souvent de cette manière, en passant par ces formes-là. Pas toujours, mais très souvent, et de manière naturelle. Hein. Donc les minéraux nous montrent de manière très simple quelles sont les lois géométriques et donc mathématiques qui régissent leur croissance. Sachez que dans chacune de nos cellules, nous avons 2 atomes de quartz. Hein. Le quartz qui est un cristal fait de silicium, et qui est un cristal, qui est un minéral, et nous avons dans chacune de nos cellules 2 atomes de quartz. Donc nous sommes reliés aux règles minérales de toute façon sur le plan cellulaire. Et le quartz va pousser, croître de toute façon sur des millions d'années, d'après ces formes-là, polyèdres réguliers et convexes, et par ces formes de Platon. Voilà, ces solides de Platon. Très souvent, on va retrouver sur la pyrite de fer. Si vous achetez une pyrite de fer, vous allez pouvoir l'acheter sous forme naturelle, en cube, en tétraèdre. Vous allez la trouver sous forme diverses. Vous allez voir que la pyrite de fer est un minéral qui pousse. Tout comme la fluorite. Vous allez retrouver des fluorites qui ont toutes les formes qui passent par les 5 solides de Platon. C'est assez intéressant. Voilà, donc le minéral est vraiment très intéressant à comprendre. Donc ce rapport phi, ce nombre phi, 618, est présent dans la pyramide de Khéops. Alors, moi je veux bien tout ce qu'on veut sur les théories cartésiennes des bâtisseurs de l'Empire qui auraient fait cette pyramide à l'aide de petits outils archaïques pour aller creuser dans le granit à 800 km de là une roche extrêmement dure, la couper en cubes parfaits, sans outils de coupage, sans traces d'usinage de coupage sur les cubes, les avoir ramenés à 800 km au Caire et puis à Gizeh exactement, et les avoir montés les unes sur les autres, on ne sait pas comment, tout ça en moins de 20 ans, puisque c'est ce que nous disent les égyptologues, ils l'auraient construite en moins de 20 ans, plus de 3 millions de blocs. Je vais passer sur ces détails parce que c'est du grand n'importe quoi. Nous n'avons
ni la preuve qu'ils aient coupé ces blocs avec les outils que l'égyptologie présente. Nous n'avons pas d'explication sur la façon dont ils les ont coupés aussi parfaitement, parce que je vous signale que si vous êtes déjà allé dans les pyramides, que les blocs qui font parfois jusqu'à 30 tonnes sont assemblés les uns aux autres sans aucun mortier, aucun ciment et aucun joint. Ils sont posés les uns à côté des autres de manière absolument parfaite. Vous n'y passez pas une lame de rasoir, vous n'y passez pas un cheveu. Alors, c'est-à-dire que c'est coupé avec la précision du laser le plus puissant qu'on ait actuellement. Alors, moi, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut sur les pyramides, je veux bien tout ce que vous voulez, je suis prêt à entendre tout ce que vous voulez, et qu'on ne me dise pas que les Égyptiens de l'époque avaient, avec les outils qu'on suppose, pu faire ce miracle. C'est impossible. Voilà. Il y avait automatiquement une technologie, soit qu'on n'a pas encore redécouverte, soit une technologie qui vient d'ailleurs. Et de toute façon, j'aimerais bien qu'on nous explique comment des êtres donc, qui vivaient avant l'âge de fer, à l'époque où nous on n'en était pas encore à Vercingétorix et on n'en était pas encore à posséder l'électricité et ce genre de choses, je vois pas comment ils auraient pu découper un bloc de granit aussi parfaitement sans une technologie très avancée. Hein. Comment ils auraient aussi pu savoir que le nombre phi, dont je viens de parler en début de vidéo, devait être contenu dans une forme géométrique pour qu'elle soit en relation parfaite entre justement les règnes de la nature, l'humain et le cosmos et le système solaire. Parce que la pyramide de Khéops, et seulement de Khéops, pas les autres, seulement la pyramide de Khéops, est aux proportions du nombre d'or, et elle est, vous allez voir, aux proportions de notre système solaire, et elle est aux proportions de notre distance entre la Terre et la Lune, ainsi qu'entre la Terre et le Soleil, et vous allez voir que tout ceci est relié. Et en fait, cette pyramide serait un petit peu comme une sorte de témoignage par des êtres très avancés, seraient venus la construire pour nous montrer que nous sommes reliés à ce cosmos, à ce grand tout, et qu'elle symboliserait tout ça. Alors peut-être qu'elle a d'autres utilités, parce que j'ai jamais vraiment su à quoi servait cette pyramide. Tout le monde dit c'est un lieu pour les initiations, pour le transport entre Sirius et la Terre. Bon, tout ce qu'on veut. Moi je veux bien, je suis ouvert à tout. Mais jusqu'à présent, on n'a pas démontré tout ça. Une chose est certaine pour moi, c'est une intelligence très avancée qui a conçu les pyramides de Khéops. Très, 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 très intelligente, très avancée, et qui savait parfaitement ce qu'elle faisait. Pourquoi ? Parce qu'avant de construire la pyramide de Khéops, les Égyptiens, ils ont construit sur des siècles 80 autres pyramides environ. Parfois, ils ne les ont même pas terminées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des essais. Ils ont essayé d'obtenir une angulation particulière. Et ils se sont plantés pratiquement 79 fois sur 80. Et ils sont arrivés à la bonne angulation uniquement à Khéops. Quelle angulation exactement ? Eh bien, ils ont cherché pendant longtemps à obtenir un angle. Alors, vous allez voir que ça c'est très simple. Vous voyez cette angulation, vous voyez l'angle de la pyramide et puis son sol. Hein. Il y a un angle ici. L'angle qu'on va retrouver donc entre ici et ici, là, c'est un angle de 51 degrés 51. Pourquoi ont-ils cherché pendant des siècles à faire une pyramide dont l'angulation était de 51 degrés 51 ? Alors, tout simplement parce qu'une pyramide de 51 degrés 51, avec les dimensions qu'elle a sur Khéops, est une pyramide qui est faite aux proportions du nombre d'or. Si vous voulez faire une pyramide aux proportions du nombre d'or, vous obtenez obligatoirement une angulation de 51 degrés 51. Donc ils ne l'ont pas fait au hasard, ils ont cherché ça pendant des siècles. On ne sait pas réellement qui a construit la pyramide, on dit que c'est Khéops, mais on n'en sait rien du tout. On a trouvé une petite statuette qui est grande comme ça, de Khéops, c'est tout ce qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé d'objets funéraires, on n'a pas trouvé de traces de sarcophage, on n'a pas trouvé de bijoux, on n'a pas trouvé de trésors. Or, si vous aviez un petit peu visité l'Égypte, et si vous la visitez, et si vous allez dans les tombeaux des rois, si vous allez visiter
la vallée des rois, tous les tombeaux, les sites funéraires, vous allez voir à quel point, une tombe, un tombeau égyptien, ne ressemble absolument pas ni de près ni de loin aux pyramides, mais ni de près ni de loin, ni dehors ni dedans. Un tombeau funéraire est rempli au moindre centimètre de hiéroglyphes, d'inscriptions, de prières, etc., etc. Et parfois sur des dizaines de mètres. Hein. Il y a des tombeaux qui sont farcis de hiéroglyphes, de couleurs, c'est sublime. Et ensuite nous avons les sarcophages, les uns par-dessus les autres, puis les derniers sarcophages qui contiennent la momie. Et en général, on arrive à un total de 7 sarcophages, qui ne sont pas encore un hasard, qui symbolisent les 7 corps que nous avons. Hein. Parfois, il y en a 5, mais bon. Pour vous dire que dans la pyramide, on a retrouvé dans la chambre dite du roi, hein, on a retrouvé un sarcophage qui n'est pas un sarcophage, qui est une cuve en granit. Il n'y a pas de couvercle. C'est une cuve qui est également à des dimensions où on ne pourrait pas allonger un être humain dedans. Donc ça ne tient pas debout. C'est pas, la pyramide de Khéops n'a jamais été un tombeau en ce qui me concerne. Je dis bien en ce qui me concerne. C'est clair et net. Pour moi, ce n'est pas un tombeau. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas autour sur le site de Gizeh, sur le plateau. Il y a probablement des tombeaux, c'est sûr. Mais pour moi, la pyramide de Khéops n'est pas un tombeau. C'est une réussite architecturale unique au monde. Voilà. Alors, moi, pour parler de moi un petit peu, j'ai réussi à grimper ici, sur Khéops. J'ai grimpé à son sommet. J'ai failli y mourir. Une fois que je suis arrivé là-haut, je suis tombé par terre et j'ai senti que je quittais mon corps et que ma vie partait. Ça a duré 15-20 minutes, puis je suis revenu. Et j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et là, je me suis levé et j'ai vu le soleil se lever sur le sphinx en bas. Le sphinx qui regardait direction du soleil. À ma droite, j'avais Képhren. C'était absolument magnifique. J'ai des images vidéo. J'attends que mon père me les envoie. Je vous ferai partager ces vidéos, ces images quand je les aurai. J'aurais bien aimé vous les imbriquer dans cette vidéo-là, mais je ne les ai pas encore reçues. Donc ça viendra. Voilà, donc j'ai failli mourir. Pour vous dire qu'il y a des énergies très particulières dans cette pyramide, des énergies que je ne peux pas quantifier. Je ne peux pas vous dire pourquoi il y a ces énergies. Enfin, si, je pense savoir pourquoi. Je pense que c'est un lieu qui, de par sa géométrie, primo émet des énergies et deuxièmement en reçoit. Hein. Il y a une spirale à l'intérieur de la pyramide. Alors ça, ce qui est assez drôle, c'est que je travaillais depuis quelques années avec une personne qui a des dons un peu extrasensoriels et qui travaille au pendule et qui a des perceptions un petit peu comme ça, extrasensorielles. Il m'a dit depuis très longtemps qu'il y avait une spirale à l'intérieur de la pyramide, une spirale ascendante, carrée, en forme carrée. Et je lui ai dit comment tu sais ça? Il m'a dit parce que je la ressens, il y a une spirale autour de... On dessinait des pyramides et il lui sentait une spirale. Il m'a dit il y a une spirale d'énergie qui en ressort presque par le sommet. Peut-être que j'ai pris l'énergie qui sort de cette spirale. En tout cas, ça a été confirmé, puisque quand les Japonais alors je ne me rappelle plus du nom de la technologie qu'ils ont employée, mais quand ils ont un peu cartographié l'intérieur de la pyramide avec je ne sais plus quelle technologie, c'était dans les années 80, ils ont mis en lumière effectivement une spirale interne. Alors peut-être que ça correspond au couloir interne dont parle Jean-Pierre Houdin, qui aurait servi à la construction, c'est-à-dire que c'est un couloir interne qui a servi à acheminer les blocs jusqu'au sommet. Je pense qu'il a raison, je pense que c'est ça, je pense que c'est évident. Jean-Pierre Houdin, qui est un Français, encore une fois, hein, les Français qui font toutes les découvertes en Égypte, hein, c'est pas un hasard, la France est très liée à l'Égypte au niveau de l'histoire et de la réincarnation. Beaucoup de Français sont des réincarnations d'Égyptiens. Hein, c'est comme ça. On est lié occultement, ésotériquement à ce pays, à cette terre, à cette histoire. C'est pas un hasard si Champollion a décrypté les hiéroglyphes, c'est pas un hasard si Ferdinand de Lesseps y a construit le canal, c'est pas un hasard si toutes les fouilles sont françaises là-bas et si c'est toujours les Français qui financent en grande partie les fouilles qui font des découvertes majeures. Donc cette spirale interne, véhicule une énergie qui fait ressortir l'énergie de la pyramide vers le sommet. Quelle est cette énergie? Est-ce que c'est une énergie uniquement tellurique qui provient de la Terre? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je n'ai pas quantifié tout ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que je connais des gens, y compris dans ma famille, qui sont montés à l'intérieur de la pyramide par le grand couloir et qui sont restés bloqués
au milieu du couloir, non pas par fatigue ni par épuisement ou étouffement, mais qui n'ont plus réussi à faire un pas. Ils ont été bloqués comme si une barre invisible les empêchait d'avancer. Et j'entends encore ma mère me raconter qu'elle a été bloquée dans le couloir. Vous comprenez, elle n'arrivait plus à faire un pas de plus. Vous savez, comme dans parfois on fait des rêves où on essaye de courir et on n'avance pas, on n'arrive pas à courir. C'était pareil, elle essayait et elle n'arrivait plus à avancer. Il y a ce qu'on appelle un gardien du seuil dans cette pyramide. Il y a des êtres invisibles ou un être invisible qui dit qui a le droit d'entrer, n'a pas le droit d'y entrer. C'est un lieu particulier. Alors, c'est un lieu c'est une anecdote qui me pousse à penser qu'effectivement, peut-être il y aurait, il faudrait peut-être passer des initiations pour pouvoir accéder aux chambres supérieures de cette pyramide, peut-être. Euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des énergies particulières dans cette pyramide, que si jamais vous vous y allez, si jamais vous décidez de faire le voyage pour aller visiter, ne prenez pas ce voyage à la légère, essayez de vous mettre en contact avec votre âme quand vous allez faire ce voyage et essayez de ressentir des choses, ne pas essayer de comprendre avec votre intellect, mais essayez simplement de lâcher prise et de voir ce que vous allez y ressentir, c'est assez étrange. De toute façon, c'est un lieu étrange, c'est un lieu. Il y a de la magie. Quand vous voyez les dunes de désert, ces dunes, ce chaos désertique, et que d'un coup vous voyez ces trois formes parfaites qui sont là depuis des milliers d'années, qui n'ont pas bougé, qui sont parfaites, c'est très mystique. Alors, cette fameuse angulation de 51 degrés 51, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est très important, c'est très très important parce que, et là il va falloir que je vous illustre la chose. Je vais illustrer comme je peux, avec les moyens du bord. Voici la planète Terre. Voici la Lune. On va dire que c'est ça en proportion. La Lune, elle est à 380 000 km de la Terre, mais si on la mettait exactement comme ça au-dessus de la Terre, collée, d'accord? Si je fais un triangle dont le sommet passe au milieu de la Lune et la base au milieu de la Terre, d'accord? Donc si je fais un triangle qui fait ça, le sommet passerait au milieu de la Lune et la base passerait au milieu de la Terre. Ça ferait un triangle qui ferait comme ça et qui arriverait ici. Un triangle qui ferait ça, comme ça. On obtiendrait une angulation de 51 degrés 51. Je suis très fier de cette découverte, car c'est Bibi qui l'a découverte. Et je suis très fier, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune, qui est 4 fois plus petite que la Terre, grossièrement, fait partie d'un tout avec la Terre, donc forme un tout qui imbrique, qui contient le rapport phi. Alors les scientifiques vont hurler dessus en disant la Lune n'est pas exactement 4 fois plus petite que la Terre, la Lune n'est pas posée comme ça sur la Terre, donc c'est complètement hasardeux, c'est encore un malade, ok, messieurs les scientifiques. Vous oubliez peut-être que la Lune est 4 fois plus petite que la Terre, mais qu'elle est 400 fois plus petite que le Soleil. Ah oui, mais elle n'est pas exactement 400 fois plus petite au centimètre près. On parle de proportion cosmique là, messieurs. Elle n'est pas exactement 400 fois plus petite, elle n'est pas exactement 4 fois plus petite, mais elle est 400 fois plus loin que le Soleil de la Terre. Ah ouais, mais non, les astres sont movibles, ils sont pas 400 fois tout le temps plus petits. Non, pas tout le temps. Mais c'est tellement parfait, en réalité, que quand la Lune passe devant le Soleil, on a une éclipse totale de Soleil qui fait que le cercle du Soleil s'imbrique exactement dans le cercle de la Lune. Il fait exactement la même taille. Le disque solaire fait la même taille que le disque lunaire. Parce que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil et qu'elle est 400 fois plus proche de nous que le Soleil. Et étrangement, elle est 4 fois plus petite que la Terre. Ça fait 400, 400, 4. Le diamètre de la Terre est de 44 000 km. Il n'y aurait pas du nombre 4 quelque part? Il n'y aurait pas quelqu'un qui s'est fait
qui s'est amusé à... Pour moi, il y a quelqu'un qui s'est amusé à construire la planète Terre et son système lunaire, satellitaire, et le mettre à une distance du Soleil, la mettre à une distance du Soleil, mettre ce système Terre-Lune à une distance du Soleil qui aurait été calculée sur le nombre 4, que ça ne m'étonnerait pas. C'est-à-dire que la forme platonicienne ou géométrique qui nous met en rapport la Terre avec le Soleil sera cette forme. Moi, je vous conseille de lire un livre qui s'appelle L'or des étoiles. Alors, je ne me rappelle plus qui l'a écrit, mais vous allez retrouver facilement sur Google L'or des étoiles. Vous allez comprendre tout ça, même si l'auteur part un petit peu en vrille après en disant que... Bon, bref, il dit ce qu'il veut, ça c'est pas important. Par contre, ses recherches sur les proportions des planètes entre elles vis-à-vis du Soleil par rapport au corps platonicien est tout à fait pertinent. Je vous conseille de lire ce livre. J'ai jamais réussi à le trouver en PDF, donc malheureusement je ne peux pas vous le partager. Mais voilà une donnée hyper importante en ce qui me concerne, c'est-à-dire que, eh bien, vous voyez ce rapport entre la Lune et la Terre et cette angulation de 51 degrés 51 démontre que la Lune et la Terre sont en rapport phi. Démontre, parce que je viens de dire, avec les éclipses lunaires et solaires, dont les cercles s'imbriquent exactement les uns dans les autres, démontre que la Lune est placée par rapport à la Terre de manière parfaitement géométrique et parfaitement calculée par rapport au Soleil. Ce qui veut dire que nous-mêmes avons un rapport au Soleil qui est également basé sur le nombre d'or. Et tout ceci est inscrit dans la pyramide. Si vous regardez le fabuleux reportage de Jacques Grimaud, qui s'appelle La révélation des pyramides, vous allez apprendre énormément de choses sur le hasard et la pyramide, c'est-à-dire sur l'endroit où elle est placée, sur ses proportions par rapport aux proportions de la Terre. C'est absolument hallucinant. C'est hallucinant. Hein. J'ai pas mémorisé tout ça, mais la pyramide, son carré correspond alors à x fois moins la circonférence de la Terre, à son diamètre. Elles étaient exactement axées nord, sud, est, ouest, exactement. Ils avaient des boussoles à l'époque? Non, on a inventé la boussole il n'y a pas si longtemps que ça. Ils n'avaient pas de boussole il y a 4500 ans, parce qu'on dit qu'elles ont été construites 2500 ans avant Jésus-Christ. Pour moi, elles ont été construites bien avant, hein. Mais il n'y avait pas de boussole à cette époque-là. Ils les ont construites exactement nord. D'ailleurs, si vous reconstruisez une pyramide d'orgonite et que vous voulez qu'elle soit active, il faut la mettre sur l'axe nord, sud, est, ouest. Sinon, elle ne fonctionne pas. Hein. Donc, encore une fois, il y a encore quelque chose ici qui est mystique, il y a encore quelque chose d'incompris. Et surtout, ce sont des secteurs qui ne sont pas étudiés par les scientifiques. Quand vous voyez la vidéo de Jacques Grimaud et que vous voyez l'interview de ces messieurs du CNRS, regardez comment ils réagissent, regardez comment ils rejettent comment ils balayent d'un revers de main toutes ces théories qui ne sont pas des théories, qui sont des démonstrations. Il y a des démonstrations maintenant géométriques et mathématiques qui relient cette construction aux dimensions de la Terre. Et comme je viens de vous le démontrer, qui relient aussi cette construction aux dimensions et au rapport entre la Terre et la Lune, entre la Lune et le Soleil. Il faut quand même savoir que la pyramide de Khéops, de sa hauteur, est de 146 mètres et quelques avec le pyramidion. Moi je pense qu'elle faisait 147 voire 148 mètres. Je pense qu'il y avait quelque chose de plus et qu'elle faisait 147 ou 148 mètres. Quelle est la distance Terre-Soleil moyenne? C'est 147 millions de kilomètres. Encore une fois, c'est encore une dimension. Hein, on dit 148 millions. Voilà. Alors là, voilà, c'est là où les scientifiques vont dire ouais non, c'est pas précis votre truc, c'est de l'approximation parce que c'est faux. La distance Terre-Soleil, elle varie de 148 millions à 151 millions. Ouais, ok. Et la pyramide de Khéops ne fait que 146 mètres. Il n'empêche que si on multiplie sa hauteur par 1 million, on tombe encore une fois très proche de la distance Terre-Soleil. Voilà. Et oui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire encore une fois que le système solaire est construit, basé sur une géométrie précise, même si elle n'est pas précise au mètre ou au centimètre près, parce que nous sommes des petits organismes et nous voyons ça avec nos yeux de fourmis, mais il n'empêche que nous sommes à des proportions sur le plan cosmique qui sont des proportions qui ne sont pas approximatives. Voilà, donc ça c'est le premier volet.
Je ne veux pas dépasser 30 minutes parce que ça fait beaucoup après. Euh, je vais faire une suite, je vais faire probablement des suites. Donc probablement sur la pyramide ou peut-être encore sur un sujet, je ne sais pas. Voilà. Donc je vous laisse méditer sur cette vidéo. Je vous laisse regarder les vidéos qui sont qui sont intéressantes sur la pyramide. Il y a attendez, je vais vous donner deux vidéos qui sont vraiment particulièrement perspicaces. Euh, c'est donc celle que je viens de citer, Jacques Grimaud, pyramide Khéops, proportion, Sirius, voilà. Attends, voilà, exactement, non c'est pas ça. Je vais pas la retrouver, évidemment ça va mettre 3 plombes. Musée 2005, non c'est pas ça. Euh, Mince, j'aurais dû y penser avant. Bon, bah, écoutez, je vais la retrouver et je vous la donnerai. Non, parce que là, je vais pas, malheureusement pas, j'ai pas la donnée comme ça, donc je vais pas manger des minutes de vidéo pour ça. Tant pis. Bah, écoutez, tant pis, c'est dommage. Voilà, il y a deux vidéos qui sont vraiment très intéressantes. Je vous les donnerai dans une autre vidéo, tant pis. Voilà. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation et d'étudier tout ce que je viens de vous dire, si ça vous intéresse, et d'approfondir le sujet. A très bientôt. Au revoir.